exotique envahissante. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que vous êtes nombreux à ne pas connaître ma structure, mais on surveille les végétaux, mais on a des missions spécifiques sur les ravageurs des végétaux. On travaille sur 3 axes. On fait de la surveillance biologique du territoire, on fait de la prévention sur tous ces ravageurs, et on fait de la lutte, donc lutte spécifique. Donc on travaille sur les rongeurs aquatiques, sur le ragondin, sur le campagnol terrestre. On a des actions spécifiques sur les maladies sur le châtaignier avec le cynips du châtaignier. On travaille sur la flavescence dorée. Donc ça va être tous les ravageurs qui sont inscrits au code rural et au code de l'environnement. Concernant, au sein de notre fédération départementale, on a une mission spécifique et un programme dédié aux plantes exotiques envahissantes, où l'on mène des actions particulières d'accompagnement à la gestion, d'inventaire, de sensibilisation sur tout le département. Donc pour commencer, on va parler un peu en fait de cas général. En fait, qu'est-ce qu'on considère comme une plante exotique envahissante? Donc déjà, c'est une plante qui a été introduite après 1500. Donc il y a eu une importation, souvent volontaire, légale ou illégale, ou voire accidentelle. Donc il faut que cette espèce passe la frontière, qu'il y ait une introduction, donc cette espèce elle est introduite, exotique ou alloctone, qu'elle arrive ensuite à se naturaliser, et à partir de ce moment-là, qu'elle prolifère et qu'elle cause des impacts sur l'environnement. Donc on considère que sur 1000 espèces qui sont introduites, on va en avoir une qui va avoir passé toutes ces barrières et en l'occurrence devenir une plante exotique, enfin une plante ou une espèce exotique envahissante, puisque là je parle d'espèces exotiques. Donc, quelques chiffres, notamment en France métropolitaine, on a 5632 espèces végétales indigènes, pour environ 800 qui se sont naturalisées et 70 qui sont classées espèces exotiques envahissantes. Pour le Limousin, on a à peu près 2000 espèces végétales indigènes, et on en a 315 qui se sont naturalisées, et sur ces 315, on en a environ une trentaine qui sont référencées espèces exotiques envahissantes. Donc on sait que depuis toujours, les végétaux se déplacent. C'est un phénomène naturel, le vent, l'eau, les animaux, l'homme. Par contre, ce phénomène s'est fortement amplifié et développé, notamment à cause des échanges internationaux, le commerce, le tourisme. On va de plus en plus loin, les échanges commerciaux aussi grandissent fortement. Et donc, tout ça, ça cause des impacts. Déjà, le premier impact, c'est un impact écologique. Donc, la présence de ces espèces va entraîner une extinction, une régression des espèces locales. Les écosystèmes aussi subissent les conséquences de l'apparition et du développement de ces espèces exotiques. Donc, souvent, ils sont appauvris, les milieux sont appauvris, ils ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. D'un point de vue économique, la présence de ces espèces-là a un impact. Beaucoup de collectivités ou de gestionnaires d'espaces mettent énormément d'argent pour lutter contre ces espèces invasives. Il y a un impact aussi sur la diminution de la valorisation de certains habitats, notamment avec une perte d'attrait touristique. C'est le cas par exemple avec les Jussies qui sont présentes dans le marais Poitevin, où les activités d'accessibilité dans les canaux, de pêche, ça cause un impact non négligeable. Et d'un point de vue sanitaire, c'est également le cas avec certaines d'entre elles vont causer des problèmes d'allergie et de toxicité. Ça va être le cas de la berce du Caucase et de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc, toutes les espèces que je vais vous parler, ce sont des espèces que l'on retrouve
dans notre département. Il y a une invasion si l'espèce elle est prédisposée et que l'écosystème est vulnérable. Il n'y a pas d'espèce envahissante universelle. C'est vraiment dans des configurations particulières. Alors souvent, enfin la plupart du temps, c'est que l'écosystème il est mis à rude épreuve. Il a subi, voilà, il est vraiment pas en état optimal pour qu'une espèce exotique se développe. Donc, quelles sont les aptitudes d'une espèce à devenir envahissante? Donc déjà, ça va être souvent, pour la plupart d'entre elles, c'est une grande production de graines. Ça va être souvent des milliers de graines par plante. La durée de vie de la graine va être souvent, très souvent très importante, ça va aller de 7 à 40 ans. Il y a des graines d'ambroisie qui vont regermer au bout de 40 ans. Une surface foliaire qui est spécifique, donc avec une vitesse de croissance plus élevée, parce que souvent on a des grandes feuilles, donc du coup une plus grande surface foliaire, donc une activité photosynthétique qui va être plus forte, donc des espèces qui ont une forte dynamique, donc qui vont pousser très vite et qui vont pouvoir passer au-dessus d'une végétation qui peut être indigène. Donc ces plantes se développent souvent sur des milieux qui sont perturbés, très souvent sur des sols dénudés qui vont favoriser l'installation d'espèces à forte dynamique. Ça va être le cas par exemple avec les renouilles asiatiques. Des espèces qui n'ont pas d'organismes ennemis, absence de phytophages, d'organismes qui se nourrissent de végétaux, absence de champignons, pathogènes, de bactéries, absence de concurrence environnementale. Donc du coup, ces espèces-là ont tout le loisir de pouvoir pousser, s'installer, se reproduire tranquillement. Alors que dans leur aire d'origine, elles n'ont pas... on n'est pas dans la même configuration. Elles peuvent avoir une compétition avec la végétation locale ou peuvent avoir des organismes ennemis qui les consomment, des insectes, des champignons, alors que dans leur aire d'introduction, ils n'ont pas tout ça et du coup on se retrouve, ils ont tout le loisir de pouvoir se développer comme bon leur semble. Alors un petit point réglementaire, puisque depuis un an, on a un cadre réglementaire qui est un petit peu plus défini sur les espèces exotiques envahissantes. Notamment, alors ça fait suite à un règlement européen qui définit une liste d'espèces exotiques au niveau de l'Union européenne et qui demande à ce que chaque État membre mette en place des mesures spécifiques. Donc de ça a découlé un arrêté, donc l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, qui liste 49 espèces, donc il y a 26 espèces animales et il y a 23 espèces végétales. Et pour ces espèces-là, on ne doit pas les introduire, les utiliser, les transporter et les détenir, les échanger et les commercialiser. Donc toutes ces espèces qui sont issues de ce règlement, on ne doit pas les retrouver dans le commerce, et si on en a, on doit mettre tout en œuvre pour éviter qu'elles se propagent. Alors, il n'y a pas de sanction, c'est purement pédagogique, mais ça a le mérite d'exister au moins. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et du coup je vais vous présenter quelques espèces présentes, les plus couramment rencontrées dans notre département. Donc pour commencer, les renouées asiatiques. Donc on parle de renouée asiatique, il existe 3 espèces de renouées, donc la renouée de Sakhalin et renouée du Japon, 2 espèces qui étaient présentes sur 2 îles bien distinctes, qui se sont rencontrées, qui se sont hybridées pour donner la renouée de Bohème, celle qu'on retrouve le plus couramment chez nous, donc celle qu'il y a d'ailleurs sur la photo. Une plante qui a été introduite comme plante fourragère, qui va pousser sur les milieux qui sont plutôt frais, riches en azote. Alors, on la trouve
beaucoup sur les bords de route, mais sur les berges et les plages de cours d'eau, les fossés, les forêts qui sont un petit peu humides et surtout les milieux qui sont rudéraux. Là aussi où il y a du gravat, du remblai, là où on a ramené de la terre. La particularité de la plante, c'est qu'elle peut monter jusqu'à 4 mètres de haut et elle fragmente par tige, essentiellement. Il y a une reproduction végétative, une reproduction sexuée bien sûr, mais une reproduction essentiellement végétative. Donc elle a un rhizome qui peut descendre jusqu'à 3 mètres de profondeur. Elle va faire des tiges souterraines et elle emmagasine des réserves. Donc le fait qu'elle ait un rhizome qui soit très profond, ce qui va permettre, ça va être très compliqué de pouvoir la gérer, puisque tant qu'il reste un morceau de rhizome, la plante va pouvoir repartir. Et il suffit d'un fragment de tige de 3 cm pour que la plante puisse repartir. Donc voilà un exemple d'un massif de renouée. Là, c'est sur les bords de la Nationale 21, bord de Vienne, en allant à Aix-sur-Vienne, où vous avez en fait tout le long des massifs de renouée de la sorte. Alors, les conséquences de cette plante-là sur le milieu, c'est qu'elle va faire des herbiers denses et monospécifiques. Donc, elle va empêcher la lumière de passer. C'est une plante qui envoie des toxines dans le sol. Du coup, le sol devient complètement stérile, détruit la microfaune, la microflore, et on n'a plus rien qui pousse. Elle peut être consommée par les animaux. C'est une plante qui a été introduite comme plante fourragère, donc du coup elle est consommée. Il y a des chantiers de gestion où on envisage, où on installe des chèvres qui consomment les renouées. L'arrachage reste une solution un petit peu efficace, mais pas trop, puisque ce rhizome est quand même bien ancré et c'est toujours un peu compliqué de l'arracher. L'idéal c'est de couper, et aujourd'hui en fait la problématique de la renouée, c'est une des espèces exotiques envahissantes qui est le plus représentée, que à peu près beaucoup de monde commence à connaître. Malheureusement, il y en a tellement qu'il n'y a quasiment plus rien à faire. Tellement elle est présente et tellement elle est devenue envahissante. Donc maintenant, ce qu'on s'attelle un petit peu à dire pour les conseils de gestion, c'est si vous la coupez, il vaut mieux la laisser sur place. À une époque, on disait qu'il y ait tout un tas de mesures à prendre en compte, où il fallait absolument, dès que tout était coupé, il fallait évacuer, pour justement éviter que la plante refasse des rejets. Là, l'idéal, c'est de laisser sur place. De toute façon, en laissant sur place, au moins, on n'emmène pas des fragments pour les contaminer à notre site. C'est quasiment l'idéal. Si on n'a pas beaucoup, et si c'est possible, le pâturage reste une solution écologique et plutôt efficace. Les produits phytosanitaires ne fonctionnent absolument pas, ce rhizome étant tellement profond que la plupart du temps, il n'atteint pas complètement le bout de la racine, du coup ça ne fonctionne pas. Et puis l'utilisation des produits phytosanitaires étant de plus en plus réglementée, voilà, aucun intérêt, il n'y a pas forcément d'intérêt de les utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur la renouée, sur les renouées? Pas spécialement. Ok. Donc voilà un chantier d'arrachage de renouée avec ce que ça peut donner en fait quand on arrive à arracher un pied. Donc vous voyez, c'est assez conséquent et c'est compliqué à gérer. Donc toujours prévoir un lieu de stockage pour éliminer les déchets verts de renouée asiatique. Ça c'est... Voilà, on ne peut pas les mettre dans les déchetteries. J'imagine que vous avez compris pourquoi. S'ils vont se multiplier, quand on va récupérer du compost, on peut avoir un petit spot de renouée qui s'installe dans son jardin.
Ça peut être, ceci dit, ça peut être intéressant hein, si on veut se cacher de la vue vite fait de ses voisins, vous installer de la renouée, c'est magique. Hein. Une plante qui est en plus, je vous en ai pas parlé, mais c'est une plante qui est mellifère et qui fleurit en fin d'été. Donc voilà, c'est un des côtés positifs de la plante. Donc, qui pousse vite et qui va fleurir en fin d'été quand on n'a plus de fleurs et qui en plus va être mellifère. Après, il faut bien la contenir. C'est un peu comme le bambou, hein, voilà, il peut vite partir et s'étaler fortement. Donc là, c'est un petit point sur les résidus de gestion. En fait, il faudrait, l'idéal est de les composter, mais c'est 4 jours à 65 degrés. Et dans les déchetteries aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se pratique pas du tout. Une autre plante que l'on va retrouver aussi assez fréquemment sur notre territoire, c'est la balsamine de l'Himalaya. Balsamine de l'Himalaya et puis balsamine de Balfour. C'est une jolie plante qui fait des petites fleurs roses avec une tige qui est glabre et creuse. On va la trouver sur les berges et les plages de rivière, donc les mégaphorbiers, souvent les lisières et les forêts qui sont boisées, les forêts humides. On va beaucoup la trouver sur les bords de graines, hein, la Gore, la Graine, donc sur l'ouest du département. Elle est très présente, elle est tellement présente, vous voyez la photo du haut, c'est que du coup en bordure de cours d'eau, il n'y a plus qu'elle qui pousse. Et du coup pendant les périodes de crue, en fait il n'y a plus de végétation à la base puisqu'il n'y a qu'elle qui a poussé. Par contre elle, pendant l'hiver, elle n'est plus là, mais on n'a plus de végétation pour retenir les berges. Et en période de crue, on a des berges qui s'effondrent. Et donc ça, c'est un problème en bordure de cours d'eau. Elle va faire des fleurs en grappe qui sont assez odorantes, une odeur assez particulière. La particularité de ces fleurs, c'est qu'elle a un court éperon qui est recourbé vers le bas. Et c'est une plante qui va produire jusqu'à 4000 graines produites par plant. Et ces graines sont projetées jusqu'à 7 mètres du pied-mer. Alors peut-être que vous la connaissez, peut la trouver aussi, je vous ferai voir une photo tout à l'heure. Il y a la balsamine de Balfour, sa cousine, qui est plus petite, on la trouve dans les jardins. Et cette plante, quand on passe à côté, ça fait des petites capsules avec des valves élastiques et ça saute. C'est rigolo, en plus on peut s'amuser à appuyer dessus et du coup ça projette des graines et bien évidemment les graines peuvent passer de l'autre côté de la clôture. Donc voilà une fleur du près. Donc voilà la balsamine de Balfour qu'on trouve beaucoup dans les jardins. Elle est plus petite, elle va faire des fleurs qui sont roses et blanches. Mais voilà, le problème il est exactement le même que l'autre. Donc voilà le court éperon que je vous ai décrit. Alors la différence de la renouée, c'est que la balsamine, elle par contre, elle s'arrache très très bien. Elle a un système racinaire qui est très peu développé. Et du coup, si on prend soin de la repérer, si on l'arrache avant la floraison, voilà, on a des chances que si elle n'a pas trop fleuri et produit de graines, on va pouvoir la gérer un peu plus efficacement. La berce du Caucase, donc la particularité de celle-ci, c'est que c'est une plante qui va causer des brûlures. Après, donc la sève de cette plante est sensibilisante, c'est-à-dire que si on touche la sève, si on reste exposé à la lumière, on va déclencher des réactions allergiques sévères, des réactions même des brûlures qui peuvent aller jusqu'au 2e degré. C'est une plante, une herbe assez pluriannuelle qui peut monter jusqu'à 5 mètres de haut. Alors c'est une ombellifère de la même famille que la berce commune. La différence, c'est qu'elle est géante. Elle est vraiment très très grande. Elle va faire des inflorescences en ombelle à plus de 30 rayons.
qui sont composées de petites fleurs blanches. Elle a une racine qui est pivotante et très robuste. Et elle va faire des feuilles avec des divisions dentées qui font 1 mètre de long et 50 cm de large. Elle a une tige creuse, vous voyez, à peu près qui fait 6 cm à la base et qui est souvent tachetée de rouge. Alors quand on regarde la tige, on voit elle a des petits poils, pas forcément envie d'aller la toucher, mais c'est quand même une... Enfin moi cette plante m'interpelle, elle est juste magnifique en fait, par son gigantisme. Et puis, voilà, elle est vraiment elle est superbe. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, si vous en avez déjà vu, mais c'est vraiment une superbe plante. Par contre, voilà, il faut être vigilant, c'est que si on la touche, on peut avoir des réactions cutanées sévères, on peut faire avoir des photos. La particularité des graines, c'est qu'elles peuvent avoir une durée de vie qui peut aller jusqu'à 7 ans. Donc une plante aussi qui va produire beaucoup de graines, et donc la durée de vie qui est quand même très très longue. Et donc, en fait, voilà les réactions cutanées qui peuvent se produire en fonction de la sensibilité de la peau qu'on va avoir. Donc c'est des brûlures qui peuvent aller jusqu'au 2e degré, donc ça va faire des cloques. Et le fait que cette plante soit très très grande, on peut être brûlé au niveau des bras, mais au niveau du cou et au niveau du visage. Donc là, vous voyez par rapport à des clés, la taille des feuilles. Hein, je vous dis, c'est une plante qui est quand même très très grande. Donc souvent, elle est confondue avec la berce commune. Mais quand on en a vu une fois, on se trompe rarement ensuite. Donc pour l'arracher, il vaut mieux s'équiper correctement. Donc là, vous voyez sur un chantier d'arrachage ce que ça peut donner. C'est une plante pluriannuelle, donc qui ne fleurit pas la première année, mais la 2e année. Du coup, en fait, quand elle a été taillée et qu'elle est encore toute petite, les animaux peuvent la consommer. Donc, ils peuvent consommer les jeunes plants. On ne va pas mettre des moutons ou des chèvres sur des grands massifs, parce que voilà, ça ne fonctionne pas. Couper régulièrement, il y a des résultats concrets. Et voilà, et bien sûr, bien s'équiper et toujours utiliser des gants. Enfin, si vous pensez que ça en soi, il vaut mieux ne pas toucher. Ceci dit, il y a des espèces locales qui posent des problèmes, qui causent les mêmes réactions. Donc ça va être le panais sauvage, c'est une ombellifère aussi qui est verte. Et si on le touche aussi, on va déclencher des réactions cutanées qui peuvent être du même ordre que la berce du Caucase. Si on le touche, c'est les fleurs, la tige? Alors c'est la sève, donc il faut vraiment... Alors si on touche la plante par elle-même, on va avoir des sensations, ça va gratter sur la peau. Après, tout dépend aussi de chaque personne. Et les conditions, c'est toucher la plante et toucher particulièrement la sève et rester exposé à la lumière. Si vous arrivez à vous rincer tout de suite les mains ou la partie qui a été touchée, voilà, ça va être limité. Par contre, on a souvent des soucis, c'est sur les agents de commune ou les gestionnaires d'espace qui passent le rotofil, et notamment quand il fait chaud, et qui ont les bras nus, et évidemment qui ne prennent pas forcément le temps immédiatement de rincer et qui vont rester exposés à la lumière. C'est souvent là où il y a eu des cas sévères de brûlure. Voici une autre plante qui pose des problèmes de santé, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. C'est une plante qui se développe beaucoup sur les milieux qui sont perturbés, les plages de rivière, beaucoup sur les milieux remaniés, et notamment les cultures. C'est une plante qui peut monter jusqu'à 1,20 m de haut, qui a une tige velue qui va devenir rouge avant la floraison. Elle va faire des fleurs en forme de coupe renversée, assez discrètes et légèrement jaunes. Et des feuilles qui sont profondément divisées jusqu'à la nervure, vert anisé sur les 2 faces. Et donc c'est une plante qui, à cause de son pollen, va déclencher des réactions allergiques assez sévères.
Alors, la particularité de la plante, c'est que sur le même pied, on a la fleur mâle et la fleur femelle. Donc la fleur mâle va produire le grain de pollen. La fleur femelle, après la reproduction, va produire la graine. Le grain de pollen va déclencher les réactions allergiques et la graine va participer à l'invasion de la plante. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'ambroisie? En fait, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, déjà, ça va provoquer des rhinites, des conjonctivites, de l'apparition, et même, ça peut même aller, dans les cas plus graves, hein, ça peut même aller jusqu'à de l'asthme. C'est une plante qui est pollinisée par le vent, ce qu'on appelle une plante anémogame, qui va produire 2 milliards de grains de pollen par pied et par saison. Des pollens qui sont très petits, c'est de 16 à 26 micromètres. Ils sont tellement petits que ces pollens ils vont avoir la capacité de rentrer au plus profond de nos alvéoles pulmonaires. Et du coup, en étant exposés régulièrement à ces pollens d'ambroisie, eh ben, au bout enfin, c'est le problème de l'ambroisie, où à force d'être exposé régulièrement, on va devenir allergique. On va déclencher des réactions allergiques. Alors, ça peut être le nez, tout simplement, la rhinite, hein, les yeux qui grattent et le nez qui coule, mais ça peut aussi aller jusqu'à de l'asthme. Il y a une dispersion qui peut atteindre 40 km et une émission maximale des pollens entre août et septembre. C'est la particularité. En général, on a souvent les réactions allergiques qui ont lieu plutôt au printemps. Là, c'est plutôt marqué en fin de saison. C'est entre le mois d'août et au mois de septembre que cette plante émet ses pollens, et c'est à ce moment-là qu'on a les réactions allergiques. Donc on va beaucoup la trouver dans les parcelles agricoles, puisque c'est une plante de la même famille que le tournesol. Du coup, quand on collecte le tournesol, on récupère des graines d'ambroisie. On va la trouver sur les zones qui sont anthropisées, les sites en construction, beaucoup sur les bords de route. Les graines ont une très bonne flottaison, du coup vont suivre les bords de route assez facilement. On va la trouver aussi pas mal sur les grèves de rivières. Donc en gros, les milieux qui sont perturbés à faible compétition. C'est une plante pionnière. Elle ne va pas s'installer si le terrain est bien végétalisé et s'il y a une richesse végétale. Elle craint la concurrence. Par contre, dès que le milieu est ouvert et délaissé, c'est elle qui va pousser en premier. Donc voilà, là on a quelques exemples de la plante au stade végétatif dans du ballast. En fait là, pour la petite histoire, c'est un pépiniériste qui avait voulu refaire les allées de sa pépinière avec du ballast de voie ferrée qu'il avait été récupéré. Et du coup, il se retrouve dans ces allées de sa pépinière avec de l'ambroisie partout. Donc voilà une carte, l'historique de l'invasion de l'ambroisie en France. Donc toute la vallée du Rhône est essentiellement touchée par l'ambroisie. Et donc vous voyez en fait la Loire, hein, on voit bien le cours d'eau. Donc nous on est un peu sur ce qu'on appelle un front de colonisation. Donc c'est plutôt lié à notre système de production agricole. Du coup, on a beaucoup de rotation de culture, ça limite un peu la présence, le développement de la plante. Par contre, la Dordogne, la Charente, les Deux-Sèvres, là où on a des pratiques culturelles différentes, plutôt de grandes cultures, la plante se propage énormément. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Rhône, il y a des arrêtés de lutte obligatoires, mais il y a aussi des conséquences sanitaires énormes dues à la présence de la plante et toutes ces réactions allergiques que ça cause. Pour notre département, le préfet doit prendre des arrêtés de lutte obligatoires. Donc il y a toute une réglementation autour de l'ambroisie, c'est une plante réglementée en fait. Dans certains départements, il y a des arrêtés, donc la Charente, la Dordogne, les Deux-Sèvres, il y a des arrêtés de lutte qui sont pris pour limiter la prolifération de la plante.
Alors c'est une plante qui peut être confondue avec d'autres espèces, et notamment avec l'armoise. L'armoise commune. La particularité de l'armoise commune, c'est qu'elle a le dessous des feuilles qui est argenté. Et quand on la froisse, il y a une odeur particulière. L'ambroisie, on a le recto verso, les deux feuilles, la feuille qui est vert anisée. Et l'armoise va faire des fleurs en forme de tube. Donc l'ambroisie est une plante qui n'est pas facile du tout à reconnaître, puisqu'en fonction de sa taille, elle va avoir un port qui est complètement différent. Entre le moment où elle est au stade végétatif et elle est au stade adulte, elle a un port complètement différent. Du coup, c'est un peu complexe pour la repérer, il faut l'avoir vue plusieurs fois et pour l'avoir dans l'œil. Alors comment on peut la gérer? En fait, elle s'arrache très bien manuellement, mais l'idéal, si le site est contaminé, c'est de la faucher. Souvent, c'est ce qui est pratiqué. Donc, bien évidemment, c'est la base pour toutes les espèces avant la floraison. Par contre, en fonction du moment où on l'arrache, où on essaye de la gérer, il faut être vigilant, parce que si c'est entre le mois d'août et le mois de septembre, au moment où elle émet ses pollens, on peut déclencher des réactions allergiques, même sur une personne qui n'est pas allergique. Le raisin d'Amérique, Phytolacca americana, j'étais en train de chercher, non, il n'est pas. Donc c'est une plante qui a été utilisée, qui a été introduite comme plante tinctorielle, qui servait à écraser. Enfin, on se servait des grains, on se servait aussi des grains de raisin pour mettre dans le vin de Bordeaux, qui était un peu clair. On écrasait quelques grains de raisin sur les vins qui étaient un peu fades. Du coup, ça donnait un peu de vigueur au vin. La particularité de la plante, c'est que toute la plante est toxique. Alors, toxique, c'est que ça provoque des dérangements gastriques, en fait. Par contre, pour le milieu, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une plante qui va détruire la microfaune et la microflore du sol, et on va avoir un sol qui va être asphyxié. Elle va s'installer sur les milieux qui sont perturbés. On va beaucoup la trouver sur les bords de route, les clairières, les friches, notamment dès qu'il y a des coupes forestières. Souvent, on a une explosion de raisins d'Amérique qui apparaît. Donc ça, c'est les oiseaux qui consomment les baies, en fait. Du coup, dans les fientes, il y a les graines. Et souvent, dès que le milieu est ouvert, le raisin d'Amérique va s'installer. Elle aime bien les sols qui sont acides et sableux. Le souci, c'est qu'elle empêche la régénération naturelle de la forêt, et du coup, elle va réduire la biodiversité. Donc, il semblerait qu'il y a eu des cas où des animaux aient consommé du raisin d'Amérique. Alors souvent, les animaux, ils sont plutôt malins. Ils consomment des espèces quand ils n'ont plus rien d'autre à manger. Le cas notamment avec les sensons, où il y a eu des cas de chevaux qui avaient consommé du senson, mais c'est par dépit. Et quand ils n'ont rien d'autre à manger, en dernier recours, ils finissent par manger quelque chose qui, au premier abord, ils n'auraient pas consommé. Donc c'est une plante qui peut monter jusqu'à 3 mètres de haut, qui est plutôt sympathique, faire une tige rouge avec des grappes de raisins, et ces raisins-là, on va les voir plutôt pendant l'été. L'idéal, c'est comme toutes, c'est qu'il faut les arracher le plus tôt possible. La particularité, c'est qu'elle va faire un rhizome, c'est un pivot, en fait, c'est une racine en forme de carotte. Et du coup, ça va être plutôt compliqué à arracher. Donc sur des grandes surfaces, il faut faucher, mais si vous en avez un pied, l'idéal c'est d'enlever un peu de terre et de couper avec une bêche en biais au niveau du pivot, et du coup ce qui est sous terre va finir par pourrir. Donc la forêt de Fontainebleau est complètement envahie par du raisin d'Amérique. Il y en a partout, c'est un vrai problème.
Vous allez vous avez eu l'occasion d'aller dans les Landes, mais sur le bord de l'A63, il y a du raisin d'Amérique à profusion. C'est une vraie catastrophe. Donc sur des zones où il y en a beaucoup, c'est un vrai problème à gérer. Alors d'autres espèces qui sont préoccupantes et qui sont dites émergentes, donc il y a une liste, le Conservatoire botanique en fait dresse des listes d'espèces exotiques envahissantes. Je vous ai parlé de 300 espèces qui s'étaient naturalisées et que sur ces 300 espèces, il y en a à peu près une trentaine. Ces trentaines-là sont classées émergentes, c'est-à-dire qu'elles arrivent. Et c'est sur ces espèces-là qu'il faut se focaliser. Et la verveine de Buenos Aires en fait partie. C'est une espèce qui est énormément plantée dans les collectivités, dans les bacs à fleurs. Dans toutes les collectivités, vous avez la verveine de Buenos Aires. C'est plutôt joli. Par contre, ça pousse partout, ça sort. Maintenant, en fait, elle sort des pots, des bacs, et on commence à la retrouver dans le milieu naturel. Donc c'est toute la particularité de la plante, hein, c'est que tant qu'elle reste encore dans son pot et qu'on arrive à la gérer, ça va bien. Par contre, dès que... Voilà, c'est une vivace qui peut monter jusqu'à 1,20 m de haut. Et elle a été vue il y a quelques temps maintenant en Corrèze et dans la vallée de la Dordogne, dans le milieu naturel. Donc là, ça commence à être problématique. Les collectivités continuent encore et encore à la planter parce qu'elle est très jolie. Voilà, il y a un attrait dans les massifs de l'installer, mais ça devient problématique. Donc celle-ci, du coup, elle fait partie des espèces à essayer d'éviter de mettre dans son jardin, éventuellement. Alors on a d'autres espèces préoccupantes qui sont plus émergentes, mais du coup c'est la Jussie. La Jussie, c'est la première espèce qui a fait l'objet d'un arrêté en 2007. Donc c'est une plante aquatique qui va se développer dans les étangs, dans les eaux stagnantes. C'est une plante amphibie qui vit jusqu'à 3 mètres sous l'eau et qui se disperse par fragmentation de tiges et dispersion de graines. Mais c'est plutôt la fragmentation de tiges qui participe à la prolifération de la plante. Donc c'est une plante qui a été introduite comme une plante ornementale, hein, pour l'agrément des bassins. Sauf qu'une fois qu'elle est installée, elle va coloniser et fermer les milieux. Donc elle va faire des petites fleurs jaunes, plutôt jolies. Voilà, donc ça c'est un petit critère de reconnaissance en fait, une petite stipule qui a à la base des fleurs pour permettre l'identification de la Jussie. Donc des fleurs jaunes vifs de 5 pétales. On en a une autre aussi qui est très tendance dans nos étangs, c'est le Myriophylle du Brésil. Donc là c'est un petit sein qui pousse à la surface, qui va sortir de l'eau. Pareil, hein, c'est la même dispersion par fragmentation de tiges, c'est le même combat, le combat est le même que la Jussie. Donc qui colonise aussi les milieux, qui va fermer complètement les étangs. Donc moi souvent j'ai rencontré des propriétaires qui nous sollicitent, qui nous disent voilà, j'ai des trucs bizarres dans mon étang et je comprends plus, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je comprends pas, j'ai acheté ça il y a 2 ans et j'en ai dans tout mon étang. Donc notre rôle c'est d'identifier ce que c'est, d'apporter ce qui est en fonction du moment où on arrive, ce qui est possible de réaliser ou pas, parce qu'il y a des fois c'est pas possible, c'est une réglementation spécifique sur les étangs aussi, et du coup on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc en fait voilà, souvent les gens en fait ils achètent dans les jardineries une espèce. Alors dans les jardineries on leur dit pas attention, hein, vous la plantez, mais surtout faites gaffe, en 2 ans votre étang il est fermé. Donc ça on ne leur dit pas, peut-être parce que les gens ne connaissent pas, c'est fort possible aussi. Mais souvent en fait l'invasion elle vient de là, c'est-à-dire qu'on installe des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas d'où ça vient, on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Du coup on se retrouve avec une problématique assez contraignante.
identifiés après comme envahissants. On ne peut pas dans les jardineries les interdire de la vente. Alors aujourd'hui, maintenant qu'il y a un arrêté, toutes les espèces que je vous ai parlé au début de la présentation sont interdites de commercialisation. Mais il n'y a pas besoin d'aller les acheter. Moi, j'ai eu tout un spot de ressources voilà, pour aller, si quelqu'un veut, du myriophylle, du agaricifon, de la jussie. Mais il y en a plein d'autres. Par contre, il y en a plein d'autres qui arrivent, qui ne sont pas réglementés, mais qui ont les mêmes pouvoirs en fait. Donc une autre espèce aussi, qui est aussi très fréquemment rencontrée dans les étangs, c'est le grand agaricifon. Donc c'est une plante complètement immergée. Voilà, ça va faire un petit tuyau en spirale. C'est une plante qui est commercialisée pour l'ornementation des bassins et pour avoir la capacité de filtrer l'eau. Et je peux vous assurer que pour l'avoir testé, vous mettez ça dans un aquarium, c'est vraiment extraordinaire. Elle a une capacité, cette plante a une capacité de filtration extraordinaire. Moi, j'en ai fait vivre une dans un bocal pendant 3 ans. Elle était toute seule dans son bocal, voilà, de la lumière, un peu d'oxygène, et elle faisait son cycle, ça décomposait sa matière organique, se nourrissait, elle finissait même par pousser, et l'eau était tout le temps claire. Donc dans un aquarium, c'est juste magnifique. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand on nettoie son aquarium et quand on le vide, alors, s'il y a un petit fragment de la plante, parce que là aussi, la particularité, c'est une reproduction par fragmentation de tige. Donc, si on vide dans l'évier, dans la canalisation, et puis en fonction d'où est collectée les eaux, ça se retrouve comme ça dans le milieu naturel. Donc ça, c'est une source d'invasion dans le milieu naturel. Donc quand vous avez des étangs comme la photo d'en bas, en fait, à part les grenouilles, c'est le seul intérêt. Sinon, si c'est un étang pour faire du bateau, pour faire de la pêche, c'est foutu. Il faut souvent, quand les étangs sont fermés, pour toutes ces espèces-là, on va peut-être le voir après, non. C'est qu'il faut souvent faire de l'arrachage manuel, c'est ce qui est moins traumatisant pour le milieu. Faire de l'arrachage manuel ou carrément vider l'étang quand c'est possible, curer, laisser en à sec, plus la sec sera long et meilleur sera le rendu, c'est-à-dire que si on arrive à assécher complètement le milieu pendant très longtemps, tous les rhizomes qui restent dans le substrat vont mourir et du coup on a une chance que quand on remettra l'étang en eau, on n'aura plus de plantes. Mais ça, c'est quand même sous réserve. Donc, c'est relativement contraignant. Donc, voilà pour les différentes espèces les plus représentées. Juste pour terminer, et puis pour vous parler de l'organisation en matière de plantes exotiques envahissantes sur l'ex-Limousin. Donc il y a 3 structures qui travaillent sur la thématique des plantes exotiques envahissantes. Donc pour la Creuse et la Corrèze, on a 2 CPIE. Et donc pour la Haute-Vienne, c'est la FDG d'eau. Donc ces 3 structures ont créé un observatoire des plantes exotiques envahissantes, où sur nos départements respectifs, on déploie les mêmes actions que je vais vous citer. Donc on fait beaucoup de prospection de terrain et d'inventaire des herbiers sur des bases qui sont établies par des listes de plantes qui sont établies par le Conservatoire botanique du Massif central. Donc c'est notre référent scientifique. Donc on réalise des cartographies sur la répartition des plantes invasives dans nos départements. On essaye de constituer des réseaux d'observateurs locaux, parce que faire de la prospection à l'échelle d'un département, c'est pas facile d'être partout. Donc on fait des formations, on recrute des observateurs. Donc si vous vous sentez l'âme de faire des inventaires, il n'y a pas de souci, on les forme à la reconnaissance des plantes. Donc en général, les observateurs nous font remonter leurs données que l'on valide.
Et on anime ce réseau qui est constitué. Donc on a un autre volet qui est dédié à la formation, notamment auprès des collectivités et des gestionnaires d'espace. On fait des sessions de formation pour les élus, les agents et le grand public aussi. On a créé des outils de communication, une affiche et puis un petit... Donc je vous ai amené quelques documents que vous pourrez prendre si vous le souhaitez. Donc on a des documents spécifiques sur l'Ambroisie et la berge du Caucase. Un document qui présente les actions de l'Observatoire en Limousin. On a un site internet où vous allez pouvoir trouver des actualités dans nos départements respectifs, des fiches techniques sur la gestion et sur les plantes exotiques envahissantes. On a fait beaucoup d'articles dans la presse, on fait des conférences, on anime des journées techniques, notamment avec les gestionnaires d'espace. On fait donc des journées techniques avec les agents des collectivités, on fait des choses sur le terrain avec eux pour voir les bonnes pratiques à avoir en matière de gestion de plantes invasives. On fait des actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé, notamment avec l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et on met en place des chantiers de gestion et de suivi. Donc on fait de l'arrachage sur des espèces aquatiques et sur des espèces terrestres. Donc pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que les activités humaines participent fortement à la dissémination de ces espèces exotiques, donc notamment les travaux urbains et routiers, les transports de graines sous les roues, la collecte des eaux de ruissellement dans les caniveaux et les achats de graines ou de plants dans le commerce. Donc c'est une menace pour la biodiversité. On a une modification du milieu, je vous l'ai expliqué avec la balsamine, qui va limiter l'installation des ligneux et des herbacées, qui va favoriser l'érosion des berges. On va avoir une compétition avec la flore indigène. Et puis c'est une problématique pour la santé, puisqu'on a le pollen de l'ambroisie qui est très allergisant, et la sève de la berge du Caucase qui va provoquer des brûlures. Et voilà, si vous avez des questions.